Le lustre de la salle à manger du White Family Country Club capte la lumière de l'après-midi de façon parfaite, projetant des arcs-en-ciel fragmentés sur le bois d'acajou qui coûte plus cher que la voiture de la plupart des gens. J'observe les particules de poussière dérivées à travers le nuage de Chanel numéro 5 d'Eleanor. En suivant le maître d'hôtel jusqu'à ce qu'il appelle la table familiale, avec ce sourire complice qu'il réserve aux personnes sur le point de recevoir de mauvaises nouvelles accompagnées de bon vin, Arthur consulte sa Rolex avant même que je ne m'asseye, pour la 3e fois en 30 secondes. Eleanor ajuste ses perles avec la précision de quelqu'un qui a répété ce geste devant un miroir. Meredith positionne son iPhone sous un angle qui ferait la fierté d'un étudiant en cinéma, son sourire assez acéré pour couper, tout le monde à sa place, chacun jouant son rôle dans l'intervention qu'ils ont répétée. Rebecca. La voix d'Eleanor a cette chaleur particulière qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Tu es ravissante, chérie. Je porte le même pull gris que mardi dernier. Elle ne l'avait pas remarqué non plus. Je m'assois sur la chaise que le maître d'hôtel tire pour moi, celle qui fait face aux trois, comme si j'allais défendre une thèse devant un comité hostile. Le cuir grince. Quelqu'un fait tomber une casserole dans la cuisine. Des sons normaux dans un moment très anormal. Eleanor fait glisser une fine boîte en velours sur la table, ce genre de boîte qui contient habituellement des bijoux. Ses doigts la placent exactement entre les salières et poivrières, parfaitement alignés avec le bord de la table. Un nouveau départ, chérie. Nous pensons que tu vas adorer Austin. J'ouvre la boîte. Un billet d'avion aller simple. Départ dans 48 heures. Arthur coche avec une précision chirurgicale, ses mains de banquier stable. Ton capital de départ. Rebecca. 5 000 $. Utilise-les judicieusement. Le chèque est déjà signé. Déjà daté. Ils l'ont imprimé avant même que j'arrive. Meredith décale légèrement son téléphone vers la gauche pour mieux éclairer mon visage. Son sourire d'éditrice du Yellow Review s'élargit. Elle attend ce moment depuis des mois, probablement avec le filtre qu'elle utilisera pour la vidéo déjà choisie. Je reconnais cette mise en scène. Les mouvements synchronisés. Les répliques répétées. Il prépare cela depuis des mois et je suis censé m'effondrer sur commande. Mon esprit revient à l'année dernière, au gala annuel de charité de la famille White au Ritz-Carlton. Je venais directement de Terrassens Field Testing et je n'avais pas eu le temps de me changer. Mes chaussures de randonnée étaient encore un peu poussiéreuses. Je pensais qu'il comprendrait. Je pensais qu'une fois, mon travail compterait plus que les apparences. Harrison Blackwood m'a acculé près de la fontaine à champagne. Le client le plus important d'Arthur. Celui qui contrôle la moitié de ses bonus trimestriels. Son rire a percé le quatuor à cordes. Arthur, je ne savais pas que vous engagiez le personnel du jardin pour vos fêtes. Le visage d'Arthur s'est vidé de couleur. La main d'Eleanor a trouvé mon coude plus tard, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des marques. Tu as humilié cette famille, Rebecca. Cela ne se reproduira pas, cette nuit-là, ils ont pris leur décision. Je pouvais le voir dans le regard qu'Arthur et Eleanor échangeaient au-dessus de leur flûte de champagne. L'exil à Austin s'est cristallisé à ce moment-là, pleinement formé. Le schéma avait pourtant commencé bien avant. J'avais 8 ans lorsque le récital de piano de Meredith coïncidait avec ma foire scientifique. J'avais remporté la première place. Créer un système de filtration d'eau fonctionnel avec des matériaux domestiques. Mademoiselle Peterson disait que c'était le projet le plus avancé qu'elle ait vu en 20 ans d'enseignement. Rebecca comprend le sacrifice, m'avait dit Arthur en voiture, alors que nous nous rendions au récital de Meredith. Mon trophée était resté à la maison sur le comptoir de la cuisine. Je comprenais le sacrifice. Je comprenais que l'équipe de débat ait été annulée pour que Meredith puisse faire son procès simulé. Que des stages aient été refusés parce que les obligations familiales passaient toujours avant mes besoins. Que mon diplôme en sciences de l'environnement représentait un travail de charité coûteux tandis que son admission à Yellow Review était mise en avant dans la salle à manger. Je comprenais que j'étais la fille qui ne correspondait jamais tout à fait. Eleanor me regarde maintenant, attendant des larmes. Arthur attrape déjà son verre d'eau, prêt à prononcer son discours de dureté. Le pouce de Meredith flotte sur le bouton d'enregistrement. Je laisse le silence s'étirer. Qu'ils en savourent la saveur. Qu'ils pensent qu'ils ont gagné. Merci. Ma voix reste stable, posée. Je serai intelligente avec cet argent. Les épaules d'Arthur s'affaissent. Le sourire d'Eleanor devient sincère.
Le problème Rebecca, enfin résolu. La déception de Meredith traverse son visage. Pas de larmes pour sa vidéo. Pas de drame pour son story Instagram. Je plie le chèque avec soin, le plie une fois, et le glisse dans mon sac à main. Le papier est épais. Cher. Le genre de chèque qu'Arthur utilise pour les transactions importantes. Ils ne savent rien du virement. 8 500 000 $, confirmé il y a 48 heures. Dans mon compte pendant qu'ils me donnent 5 000 $ comme si c'était une fortune. Ils ne savent pas que Julien Vance, le PDG d'Agricor, m'a appelé personnellement. Que le professeur Caline a transmis mes données de récupération au sommet Agritech. Que leur fille, la honte, celle qui ne correspond jamais tout à fait, a construit quelque chose qui vaut la peine d'être acheté. Arthur lève son verre de vin. À de nouveaux départs. Je lève mon verre d'eau et souris. Qu'il pense que c'est de la gratitude. Ce n'est pas le cas. 6 mois avant la boîte en velours et le billet pour Austin, j'étais assise dans le bureau du professeur Caline à Stanford alors qu'il démolissait ma proposition terrassance avec la précision d'un chirurgien retirant une tumeur. L'idée est bonne, Rebecca. Il tapotait son stylo contre ma présentation imprimée. 3 mois de travail réduit à 18 pages agrafées. Mais les données sont faibles. Ce n'est qu'un projet de cours. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus. La machine à café a bipé au bout du couloir. Des sons normaux dans un moment qui ressemblait à une chute. Je m'attendais à des objections. Des questions sur la méthodologie. Des inquiétudes sur la faisabilité. Pas un rejet. Qu'est-ce qui pourrait en faire plus qu'une simple application? La preuve que ton algorithme fonctionne hors d'un environnement contrôlé. Il m'a renvoyé la proposition. Pour l'instant, tu as la théorie. Les investisseurs veulent des résultats. Je suis rentré à mon appartement en traversant le campus, passant devant des étudiants qui célébraient la fin des examens, devant le café où Meredith et moi étudions avant qu'elle ne parte à Yale. La proposition pesait plus lourd dans mon sac que prévu. Théorie. Juste un projet de cours. J'avais entendu ces mots toute ma vie. D'Arthur quand j'avais choisi les sciences de l'environnement au lieu de l'économie. D'Eleanor quand j'expliquais la séquestration du carbone plutôt que de discuter des lieux de mariage comme Meredith. De chaque dîner de famille où ma recherche devenait un bruit de fond face aux dernières réussites de Meredith. Mais le professeur Caline n'était pas la famille. Il n'avait aucun intérêt dans mon échec. Ce qui voulait dire qu'il avait raison. J'ai passé les 3 semaines suivantes à vivre à la bibliothèque universitaire, survivant à base de distributeurs automatiques, de café et de la détermination qui n'est quand toute sa vie a été sous-estimée. La demande de la Callaway Innovation Grande demandait 12 pages. J'en ai fourni 30. Il voulait une lettre de recommandation. J'en ai obtenu 4. Il voulait un budget détaillé. J'ai construit un modèle de projection financière complet. L'email d'acceptation est arrivé à 2 heures du matin. 75 000 $. J'ai appelé à la maison depuis le laboratoire vide, trop excité pour attendre le matin. Eleanor a répondu à la 4e sonnerie. C'est gentil, ma chérie. Sa voix semblait distante, distraite. Écoute, Meredith vient d'être éditrice au Yellow Review. Tu y crois? La plus jeune éditrice en 15 ans. Maman, j'ai gagné la bourse Callaway. C'est l'une des plus compétitives. C'est merveilleux, Rebecca. Je dois y aller. Ton père est en ligne avec l'association des anciens de Yale. Le clic de la déconnexion a résonné dans le laboratoire vide de Stanford. Les lumières fluorescentes bourdonnaient. L'écran de mon ordinateur brillait avec l'email d'acceptation. 75 000 $ de validation qui ne pouvait rivaliser avec le dernier trophée de Meredith. J'ai regardé ma proposition terrassance, 3 semaines de travail sans sommeil, la preuve que je pouvais créer quelque chose de réel. Puis je me suis mise au travail. L'argent de la bourse est allé à une équipe de développement externalisée à Bangalore, soigneusement sélectionnée après des semaines d'entretien. Chaque contrat stipulait ma propriété exclusive de la propriété intellectuelle. Chaque ligne de code a été documentée, horodatée, sauvegardée en triple. J'ai engagé David Morrison, analyste de données à temps partiel travaillant le soir et le week-end, assemblant le réseau de capteurs tout en enseignant la physique au lycée le jour. Le professeur Caline est passé un soir au laboratoire et m'a trouvé profondément plongé dans les protocoles de calibration. Tu es sérieuse à ce sujet? Tu as dit que j'avais besoin de données de terrain.
Je n'ai pas levé les yeux de mon ordinateur. J'obtiens des données de terrain. 3 mois plus tard, j'avais mon programme pilote. Une petite exploitation familiale près de Fresno, opération de 3e génération, assez désespérée pour essayer un système non éprouvé d'une étudiante de Stanford promettant une meilleure efficacité d'irrigation. L'algorithme a été mis en ligne un mardi matin de mars. Dès jeudi après-midi, je savais que quelque chose n'allait pas. Les relevés d'humidité du sol fluctuaient sauvagement. Le planning d'irrigation se déclenchait à des intervalles incorrects. Je regardais depuis mon ordinateur tandis que 30% de leurs cultures testées se noyaient dans l'eau que mon système leur avait pourtant conseillé. La voix du fermier restait posée lorsqu'il appelait. Contrôler. Ce type de contrôle qui vient de regarder son gagne-pain mourir en temps réel. Nous allons l'arrêter, Rebecca. Donne-moi 48 heures. Je peux réparer ça. Vous avez eu 3 mois. La récolte n'a même pas eu 48 heures. Je suis resté dans le laboratoire, entouré par les données d'échec, regardant mon financement de subvention se déverser dans un champ inondé près de Fresno. Chaque lecture de capteur, chaque déclenchement d'irrigation, chaque décision algorithmique qui avait détruit la récolte de quelqu'un. La messagerie vocale d'Arthur est arrivée ce soir-là. Il avait entendu parler de la ferme par son réseau. Bien sûr qu'il avait entendu. Les mauvaises nouvelles circulent vite dans les cercles où la réputation compte plus que la récupération. Rebecca. C'est ton père. J'ai entendu parler de ton petit projet agricole. Peut-être est-il temps de penser à quelque chose de plus approprié. Appelle-moi. Il ne semblait pas surpris. Il semblait soulagé. Le message d'Eleanor est arrivé ensuite. Chérie, il n'y a aucune honte à essayer. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Puis Meredith. 3 émojis pleurant de rire suivis de « J'ai entendu dire que tu as noyé des légumes ». J'ai éteint mon téléphone, ouvert les journaux d'échecs, commencé à lire. Quelque part dans 3 mois de code, dans des milliers de lignes de modélisation prédictive, se trouvait l'erreur qui avait coûté à un fermier 30% de sa récolte et validé chaque mot méprisant que ma famille avait jamais dit à mon sujet. Le laboratoire est devenu ma maison pour les 3 semaines suivantes. Je commandais de la nourriture thaï que je ne mangeais pas, faisais du café que j'oubliais de boire, dormais 2 heures sur la chaise du bureau et me réveillais avec les spécifications des capteurs imprimés sur ma joue. J'ai trouvé l'erreur à 2h30 un mercredi matin. Une seule ligne défectueuse dans l'algorithme de prédiction de l'humidité. Une erreur d'initialisation de variable si petite, si élégante dans sa destructivité, que j'ai presque eu de l'admiration. J'ai reconstruit tout le système depuis le début. Le nouvel algorithme s'est révélé 40% plus efficace que mes projections initiales. Les données de récupération ont montré quelque chose que je n'avais pas anticipé. La résilience du système. La preuve que la plateforme pouvait identifier ses propres erreurs, s'adapter et s'améliorer. J'ai envoyé l'analyse mise à jour au professeur Kaelin à 4 heures du matin. Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard, salle de conférence, 9 heures, apportez tout. Quand je suis entré avec 3 mois de données de récupération, il a regardé mes résultats pendant 7 minutes sans parler. Puis il a pris son téléphone et a commencé à composer. Je t'obtiens une place de présentation au sommet Agritech, a-t-il dit. Ne me fais pas regretter ça. Julie et Vance étaient assis au 3e rang pendant ma présentation, prenant des notes pendant que j'expliquais comment un échec catastrophique avait produit un système plus fort, comment les journaux de récupération prouvaient la résilience adaptative, comment TerraSense n'était plus seulement fonctionnel, mais révolutionnaire. Son équipe technique m'a appelé 2 jours plus tard. 4 ingénieurs seniors à la ligne, interrogeant chaque ligne de code, chaque donnée, chaque projection. J'avais passé 6 mois à tout documenter. Chaque décision, chaque revers, chaque percée. Mes dossiers méticuleux sont devenus mon plus grand atout. L'offre de rachat est arrivée 24 heures après cet appel, 8 500 000 $, directeur du développement durable au siège d'Agricor à Chicago. J'ai sauvegardé la confirmation du virement mais je n'ai rien dit à personne. Pas au professeur Kaelin. Pas à David Morrison. Certainement pas à ma famille. Ce secret ressemblait à du pouvoir, à la preuve, à tout ce qu'ils n'avaient jamais cru que je pouvais construire. Le dessert arrive dans une coupe en cristal, celle qui capte la lumière et la renvoie comme de petites accusations. Crème brûlée. Mon préféré, selon Eleanor, bien que je déteste la texture depuis mes 12 ans. Elle n'a jamais remarqué quand je le repoussais sur l'assiette lors des dîners familiaux, créant des motifs dans la croûte de sucre brûlé au lieu de manger.
Je lève ma cuillère. Le sucre craque d'un bruit trop fort dans le silence soigneusement maintenu de notre table. Arthur se renverse dans sa chaise, le cuir grinçant sous son poids. Il passe en mode discours. Je le devine à la façon dont il ajuste d'abord ses boutons de manchette, puis son col, le même rituel qu'il utilise avant les présentations clients. Rebecca, ta mère et moi avons beaucoup réfléchi à cela. Sa voix porte l'autorité de la salle de conseil, celle qui conclut les affaires et met fin aux discussions. Parfois, la fermeté est le plus grand cadeau qu'un parent puisse donner. Tu dois trouver ton propre chemin, sans l'ombre des attentes familiales. L'ironie serait drôle si elle n'était pas si parfaitement représentative. Les attentes familiales sont la seule chose qu'ils m'ont jamais donnée. Eleanor tamponne ses yeux avec une serviette qui coûte probablement 40 $. Ses larmes sont parfaitement synchronisées, parfaitement placées, pas assez pour faire couler son mascara, juste assez pour briller. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, chérie. Un nouveau départ où tu peux vraiment découvrir qui tu es destiné à être. Qui je suis destiné à être. Comme si je ne l'avais pas déjà découvert dans un laboratoire de Stanford à 3 heures du matin, réécrivant du code jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Comme si je n'étais pas déjà devenu exactement qui je devais être, et qu'il ne pouvait tout simplement pas le voir. Le sourire de Meredith s'élargit. Elle a cessé d'essayer de cacher sa satisfaction. Son téléphone est maintenant sur la table, enregistrant ouvertement, captant chaque angle de ma prétendue défaite. Elle montera plus tard, peut-être ajoutera une bande-son. Quelque chose d'inspirant sur la famille et les secondes chances. C'est exactement ce dont j'avais besoin, leur dis-je. Ma voix reste douce, reconnaissante. Merci d'avoir vu ce que je ne pouvais pas voir moi-même. Les épaules d'Arthur se détendent. Eleanor tend la main à travers la table pour tapoter la mienne, ses bagues en diamant froides contre ma peau. Dans ma tête, je fais des calculs. Leurs 5 000 $ contre mes 8,5 millions de dollars. Leur cotisation au club privé contre mon salaire de directeur du développement durable. Leur intervention soigneusement orchestrée contre la confirmation du virement dans mon email, daté de 2 jours avant ce dîner. J'ai déjà gagné. Ils sont juste trop occupés à jouer la comédie pour s'en rendre compte. Le serveur remplit les verres d'eau. Quelqu'un à la table voisine rit. La vie continue autour de nous tandis que ma famille orchestre mon exil, complètement inconsciente que je suis 3 coups en avance dans un jeu dont ils ne savent même pas que nous y jouons. Il y a du pouvoir dans ce silence. De la force à les laisser croire leur propre histoire. J'ai passé 23 ans à essayer de me prouver à des gens qui n'allaient jamais regarder. Maintenant, je n'ai rien à prouver. Je suis libre. Ils viennent de me remettre la liberté emballée dans un coffret en velours avec un billet d'avion à l'intérieur. Le téléphone de Meredith vibre. Elle regarde, son sourire devenant prédateur. Posté. Murmure-t-elle, mais assez fort pour que je l'entende. Ses doigts bougent sur l'écran avec une vitesse experte. Mon propre téléphone vibre dans mon sac. 1 fois. 2 fois. 10 fois à la suite. Le WhatsApp familial explose. Je sais sans regarder ce que Meredith a posté. Des extraits montés de ce soir. Probablement. Des coupes stratégiques qui me font paraître perdu et eux généreux. Une légende sur les nouveaux départs et le soutien familial. Peut-être un emoji main jointe. Les réponses affluent. Je peux imaginer cousin Bradley. Plaçant un bon mot à mon entreprise d'Austin. Marketing pourrait être parfait pour elle. Tante Patricia. Enseignement? Quelque chose de simple pourrait être exactement ce qu'il faut. Oncle James. Ces jeunes ont besoin de guidance. Bien pour toi, Arthur. La narration familiale se consolide en temps réel. Rebecca l'échec. Rebecca le cas perdu. Rebecca sauvée par la générosité familiale. Mon téléphone vibre encore. Motif différent. SMS, pas WhatsApp. J'attends qu'Eleanor s'excuse pour saluer quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Jusqu'à ce qu'Arthur soit entraîné dans une conversation sur les taux d'intérêt avec un collègue de passage. Jusqu'à ce que Meredith soit distraite par ses propres métriques de médias sociaux. Puis je vérifie. Professeur Kaelin. J'ai entendu parler d'Agricor. Ne laisse personne éteindre cette lumière. Je ferme les yeux. Je les rouvre. Le lustre du country club scintille toujours. La crème brûlée est toujours à moitié mangée dans une vaisselle coûteuse.
Un autre message arrive. Marcus Chen. Chicago a de la chance de t'avoir. Un verre quand tu arrives. Puis un autre. Un numéro que je ne reconnais pas, mais la signature révèle tout. Programme de visite d'appartement joint. Bienvenue dans l'équipe. Le bureau de Julien Vance. 2 téléphones. 2 vies. Une pour la performance. Une pour la réalité. Les Blancs gèrent toujours mon récit sur le WhatsApp familial. Toujours en train de poster, commenter et remodeler mon histoire pour pouvoir la contrôler. Toujours en train de me peindre comme le projet familial. Celle qui avait besoin d'être sauvée. Pendant ce temps, l'équipe juridique d'Agricor finalise mon contrat de travail. Mon appartement à Chicago a vue sur le lac Michigan. Le professeur Kaelin me recommande pour des conférences. Marcus m'ajoute à son réseau personnel de fondateurs qui ont réellement construit quelque chose. Famille choisie contre famille de sang. Le contraste n'a jamais été aussi clair. Eleanor revient à table, suivie peu après par Arthur. Meredith pose enfin son téléphone, satisfaite de sa documentation de ma chute. « Tu me raccompagnes à ma voiture ?» demande Arthur. Pas vraiment une question. Dehors, le parking sans l'argent. Nouveau cuir et parfum importés et cette odeur particulière de privilège qui colle aux objets chers. Des balais se déplacent entre des véhicules qui coûtent plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. La Mercedes d'Arthur est sous une lumière, sa peinture noire brillante reflétant nos silhouettes en miroir déformé. Il se tourne vers moi. Son expression s'est adoucie en quelque chose qu'il pense probablement paternel. C'est pour ton bien, Rebecca. Un jour, tu me remercieras. L'air de la nuit est frais. J'entends d'autres familles quitter le club. Des rires. Des portes de voiture. Les sons ordinaires de gens qui n'ont pas orchestré une intervention sur de la crème brûlée. Je le sais déjà, papa. Je croise son regard. Tu m'as appris exactement ce que je devais apprendre. La confusion passe sur son visage. Il essaie de comprendre mes mots, cherchant le sarcasme ou l'amertume. Il ne le trouvera pas. Je le pense pour chaque mot. Il m'a appris que j'étais seul. Il m'a appris que certaines personnes ne verront jamais ta valeur, peu importe ce que tu accomplis. Il m'a appris que parfois, le plus grand cadeau est de découvrir qu'au final, tu n'as besoin de l'approbation de personne. Ce sont des leçons qui valent 8,5 millions de dollars. Bien. Il s'éclaircit la gorge. Austin sera bénéfique pour toi. Un regard neuf. Je hoche la tête. Laisse-le croire ça. À l'intérieur, Eleanor appelle les amis universitaires de Rebecca. Je la vois avec son téléphone collé à l'oreille, l'expression inquiète d'une mère concernée, expliquant l'intervention. 8. Contrôler l'histoire avant que je puisse raconter la mienne. Meredith rédige quelque chose sur son ordinateur portable. Probablement un post LinkedIn sur le soutien des membres de la famille en difficulté, sur l'importance de l'amour dur et des valeurs familiales. Leur cercle se referme. Réécriture de l'histoire. S'assurer que tout le monde connaisse leur version avant que la mienne ne puisse émerger. Je sors mon téléphone et commence à documenter. Capture d'écran des messages WhatsApp. Mémo vocal indiquant l'heure et le lieu du discours d'Arthur sur le parking. Photo du chèque. Du ticket. Du coffret en velours. Preuve. Données. Preuve. Qu'ils croient qu'ils ont gagné. Qu'ils contrôlent leur récit pour l'instant. Je construis le mien méthodiquement. Tout enregistré. Créer une trace écrite dont ils ignorent l'existence. Dimanche soir, je prendrai un avion. Pas celui qu'ils ont acheté. Lundi matin, Forbes publiera un article auquel ils ne s'attendent pas. 48 heures avant l'explosion. Avant que leur récit soigneusement construit n'éclate en quelque chose qu'ils ne peuvent contrôler, éditer ou expliquer, je retourne à la table. Eleanor pleure à nouveau. Meredith calcule sa stratégie sur les réseaux sociaux. Et je souris. Vraiment. Parce qu'ils viennent de me donner le plus beau cadeau, la liberté de n'avoir plus rien à prouver. La lumière du dimanche matin filtre à travers les fenêtres de mon appartement, captant la poussière des 2 valises ouvertes sur mon lit. Je plie un pull de friperie quand la sonnette retentit, sans prévenir. Exactement comme Eleanor. Je regarde par le Judas. Là elle est, tenant un café Starbucks comme un accessoire, sa tenue de brunch dominicale parfaitement repassée.
Chérie, je pensais que tu aurais peut-être besoin d'aide pour faire tes valises. Elle me dépasse avant que je puisse répondre, ses yeux scrutant déjà mon appartement avec la précision d'un inspecteur immobilier. Déménager est si écrasant. Comme si je n'avais pas déjà orchestré 3 conteneurs internationaux et un déménagement corporate la semaine passée, je désigne les valises. Je finis juste. Eleanor pose son café sur le comptoir sans sous-verre, prend mon diplôme de Stanford dans la pile à côté de la valise, passe un doigt manucuré sur le cadre. Tu n'auras pas besoin de tes diplômes à Austin, ma chérie. Les nouveaux départs signifient tout laisser derrière soi. Le diplôme est un duplicata, le vrai est parti pour Chicago mardi. Tu as raison, maman. Je le reprends et le repose. Nouveau départ. Nouvelle vie. Son sourire devient sincère. Je suis tellement contente que tu comprennes. Elle se dirige vers mon placard et sort mon blazer d'entretien. Le bon. Laine marine, sur mesure. Et bien trop formel pour la culture décontractée d'Austin. Ce blazer est déjà dans mon pantouse de Chicago. Celui-ci vient de Goodwill hier pour $19. Je pensais la même chose. Je le plie avec soin dans la valise. Eleanor m'observe empaqueter jeans de friperie, blouse en solde, tout soigneusement choisi pour ressembler à ma vraie garde-robe. Elle approuve chaque choix d'un hochement de tête. Satisfaite que je démantèle correctement ma vie. Ton père et moi sommes si fiers de la façon dont tu gères tout ça. Elle s'assoit au bord de mon lit, faisant attention de ne pas froisser son pantalon en lin. Toutes les jeunes femmes n'ont pas la maturité pour accepter des conseils avec autant de grâce. Grâce. C'est ainsi qu'elle appelle la soumission. Mon téléphone vibre. Les yeux d'Eleanor se tournent vers lui, mais je suis plus rapide. L'assistante de Julian Vance confirme la livraison de mes meubles à Chicago. Je le mets en silencieux sans lire l'aperçu. Juste la compagnie aérienne, lui dis-je. Qui confirme mon vol. Bien. Elle se lève, lisse des plis invisibles. Je te conduirai à l'aéroport demain. Pour m'assurer que tu partes en toute sécurité. Voilà. Pas de soucis maternels. Vérification. Elle veut me voir embarquer, voir la porte de l'avion se fermer, confirmer que l'exil est complet. Très attentionnée, maman. Son café reste abandonné sur le comptoir, trace de rouge à lèvres sur le rebord. Elle n'est pas venue pour le café. Après son départ, je m'assois sur mon lit, entouré de valises pleines de vêtements d'autrui. Ma carte d'embarquement pour Austin est sur ma table de nuit, achetée avec ma propre carte, imprimée à la maison. Elle ne sera jamais scannée. Mon vrai vol pour Chicago décolle 3 heures après celui pour Austin. Compagnie différente, terminal différent. La belle symétrie me fait sourire. Ils m'ont appris ce jeu. Comment performer une réalité tout en vivant une autre? Comment laisser les gens voir exactement ce qu'ils attendent? Je viens juste de mieux le faire qu'eux. Lundi matin, Arthur envoie son email à 8h30 pile. Je le regarde arriver sur mon téléphone depuis la porte BE17 d'OHARE, attendant mon appel d'embarquement pour Chicago. Sujet, mise à jour familiale. Corps du message, bref et efficace, Rebecca a déménagé à Austin pour un nouveau point de vue. Nous sommes convaincus que ce changement lui apportera une clarté précieuse pour son avenir. Clarté précieuse. Son code pour me couper. L'email est envoyé à tout son réseau professionnel. 200 contacts accumulés en 30 ans. Chaque investisseur, chaque client, chaque membre du conseil. Le message implicite est clair, ne l'aide pas. Ne l'emploie pas. Ne prends pas ses appels. Je tiens mon second café quand apparaît le post Instagram d'Eleanor, photo de famille pour la remise de diplôme de Meredith Ayel. Les 3, parfaitement posés. Je suis découpé si parfaitement qu'on ne devinerait jamais que j'ai existé. Légende, notre petite star de la Yellow revient. Si fière des accomplissements de Meredith. Famille d'abord. Maman fière. 37 likes en 5 minutes. Post de Meredith 20 minutes plus tard, story Instagram. Ma porte d'appartement. Fermée. Numéro visible. Puis photo de l'emplacement vide où ma voiture se trouvait. Légende dans une écriture mignonne, quand les frères et sœurs choisissent des chemins différents. Lui souhaiter bonne chance. 300 vues déjà. Il ne se contente pas de m'exiler. Il m'efface. Mon groupe d'embarquement est appelé. Je mets mon téléphone en silencieux,
prends mon bagage à main. Le vol pour Austin est déjà parti de l'autre terminal. Eleanor a probablement regardé par la fenêtre, pensant que j'étais à bord. L'hôtesse scannait mon billet, bienvenue à bord, Mademoiselle White. Chicago m'attend. Mon bureau d'angle chez Agricor. Mon Pantouz surplombant le lac Michigan. Ma nouvelle vie bâtie sur le rejet. Les moteurs de l'avion ronronnent. 9 heures, heure de l'Est. L'article de Forbes est en ligne. Je suis quelque part au-dessus de l'Indiana quand mon téléphone vibre si fort qu'il menace de traverser ma tablette. Le Wi-Fi de l'avion charge lentement. Mais le titre de Forbes apparaît en noir net, Agricor acquiert la start-up Argetech révolutionnaire TerraSense pour 8 500 000 $. Sous-titre, l'algorithme d'irrigation de Rebecca White, fondatrice à 3 ans, promet de transformer l'agriculture durable. Ma photo professionnelle remplit la moitié de l'écran. Celle que le professeur Kalin m'a insisté à prendre le mois dernier. Pas recadrée. Pas effacée. Bien en vue. L'article détaille tout, la subvention Callaway, le test catastrophique de la ferme, la réécriture de l'algorithme, les termes de l'acquisition, mon nouveau poste chez Agricor, directrice du développement durable. Je rafraîchis LinkedIn. Le poste du professeur Kalin est apparu il y a 6 minutes, fier de ma étudiante Rebecca White. La véritable innovation survient quand des esprits brillants refusent de considérer l'échec comme définitif. Félicitations pour l'acquisition de TerraSense. 43 partages déjà. Le compte officiel de Stanford poste 5 minutes plus tard, photo de la remise de la subvention, moi tenant le chèque géant, professeur Kalin à mes côtés, tous deux souriants. Félicitations à l'alumna en sciences environnementales de Stanford, Rebecca White, pour l'acquisition réussie de TerraSense par Agricor. Faire la différence en agriculture durable. Annonce d'Agricor à 9 heures pile. Professionnel. Soigné. Accueillant. Mon bio mettant en avant l'efficacité de l'algorithme. Mon rôle à la tête de la nouvelle division développement durable. Thread Twitter de Marcus, simple, honoré d'avoir travaillé avec la visionnaire Rebecca White sur TerraSense. Voir des gens brillants résoudre des problèmes impossibles ne vieillit jamais. La contre-narration se construit d'elle-même. Organique. Véridique. Imparable. L'assistante d'Arthur essaie de le joindre. Bureau de Harrison Blackwood appelant la maison. Président du conseil de charité d'Eleanor laissant des messages vocaux. J'imagine Arthur dans son bureau, son assistante lui montrant l'article Forbes sur son iPad. Le visage se décolore. Son téléphone sonne. Harrison Blackwood appelle personnellement, « Arthur, pourquoi n'as-tu pas mentionné la société de Rebecca ? J'aurais investi. 8 millions et demi. Cet algorithme pourrait révolutionner l'agriculture de précision. » Eleanor a son cours de tennis du lundi matin, son téléphone illuminé de messages. Président de son conseil de charité. Ravi. Eleanor, nous n'avions aucune idée que Rebecca travaillait dans la technologie. Pourrait-elle prendre la parole à notre gala du printemps ? Nos donateurs seraient fascinés. Meredith, dans sa salle d'études de la bibliothèque de droit de Yale, voit ses camarades s'approcher avec des sourires perplexes. Ta sœur a vendu sa société ? Pourquoi n'as-tu jamais mentionné TerraSense ? Le groupe WhatsApp familial explose. J'ai désactivé les notifications hier, mais je vérifie maintenant. 37 nouveaux messages. Des proches confus. Des cousins qui félicitent. Des questions embarrassantes sur le fait que personne n'était au courant. Tante Patricia, Rebecca a vendu sa start-up ? Pour des millions ? Cousin Bradley, attends, Rebecca est cadre dans la tech maintenant. Oncle Richard, pourquoi la prenons-nous seulement maintenant ? Le récit s'effondre en temps réel. Chaque mensonge soigneusement construit. Chaque commentaire condescendant. Chaque photo recadrée devient soudain suspecte. J'enregistre l'article de Forbes sur mon téléphone. Je capture l'écran du post LinkedIn du professeur Kalin. J'archive l'annonce de bienvenue d'Agricor. Preuve. Documentation. Confirmation. Lorsque mon avion atterrit à O'Hare, j'ai 43 appels manqués, 16 messages vocaux, 62 SMS, pour la plupart de numéros que je n'ai pas entendus depuis des années. 3 du bureau d'Arthur. 7 du portable d'Eleanor. 12 de Meredith. Je n'en écoute aucun. Pas encore.
Mon chauffeur de Chicago m'attend à l'arrivée avec mon nom sur une tablette. Professionnel. Efficace. Rien à voir avec la surveillance étouffante d'Eleanor. Bienvenue à Chicago, Mademoiselle White. La silhouette de la ville se dresse devant nous. Mon nouveau départ, bâti sur leur dédain. Qu'ils s'agitent. Qu'ils appellent. Je suis déjà parti. La lettre arrive un mardi matin, 2 semaines après qu'ils ont cessé d'essayer de me joindre directement. Le conseiller juridique d'Agricor me la transfère avec un objet qui fait perdre tout goût à mon café, affaires juridiques. Requérant votre attention. J'ouvre le PDF dans mon bureau de Chicago. Le lac Michigan s'étend, gris et parfaitement lisse, au-delà de ma fenêtre. L'entête appartient à Whitmore et Associates, le cabinet qu'Arthur utilise pour ses négociations les plus agressives. Demande formelle de règlement concernant la propriété intellectuelle de TerraSense. Le langage est précis. Calculé. La marque d'Arthur, habillée en terminologie juridique. Il revendique un intérêt fiduciaire dans TerraSense fondé sur un investissement familial substantiel durant la phase de développement et sur la création de propriétés intellectuelles pendant que je vivais comme dépendante dans la maison familiale. Le chèque de $5 000 devient maintenant un financement d'amorçage établissant une participation dans l'entreprise. Leur exigence, 30% du prix d'acquisition. 2,55 millions de dollars. Ou des poursuites. Je relis 2 fois. L'audace me reste en travers de la gorge. Il m'avait remis ce chèque au country club comme s'il s'agissait d'une aumône. Une indemnité de départ pour l'enfant décevante de la famille. À présent c'est du capital risque. À présent c'est de la propriété. Le téléphone sur mon bureau s'allume. Julian Vance, appelant depuis la suite exécutive à l'étage. Rebecca. Sa voix porte la frustration maîtrisée d'un PDG protégeant ses actifs. Je suppose que vous avez vu la lettre. À l'instant. Nos avocats disent qu'elle est infondée. Votre documentation de pays est irréprochable. Mais il s'agite par des canaux parallèles. Il marque une pause. Eleanor White a contacté 2 de nos membres du conseil hier. Des appels inquiets à propos de conflits familiaux et de votre stabilité. Ma mâchoire se serre. Bien sûr qu'elle l'a fait. Eleanor sait exactement quel fils tirer. Meredith rédige une tribune, poursuit Julian. Un texte sur l'éthique des startups et les obligations familiales. Ses références à Yale lui donnent un poids qu'elle ne mérite pas. Je ferme les yeux. L'assaut coordonné. Arthur exerçant une pression juridique. Eleanor activant son réseau social. Meredith façonnant le récit public. La même chorégraphie que celle du country club, amplifiée selon les enjeux. Que voulez-vous que je fasse ? Demandez-je. Rien pour l'instant. Notre équipe RP prépare une réponse. Vague mais ferme. Nous protégeons les nôtres, Rebecca. Son ton change, presque paternel. Mais j'ai besoin de savoir s'il existe la moindre validité à leurs revendications. Un accord verbal quelconque. De l'argent familial investi dans le développement. Aucun. J'ai la documentation de chaque dollar. La bourse Callaway. Mes économies. Rien venant d'eux. Parfait. Le soulagement colore sa voix. Alors laissons les avocats gérer. Mais après avoir raccroché, je reste à fixer la lettre. Les $5 000 réinterprétés. La signature d'Arthur. L'autorisation du cabinet. Mon téléphone vibre. Un message du professeur Kalin, je vois des rumeurs en ligne. Ça va ? Je ne réponds pas. J'ouvre Twitter à la place. La tech Twitter a repris l'histoire. Le communiqué RP d'Agricor est sorti il y a 1 heure, soigneusement formulé autour de tentatives sans fondement d'exploiter une jeune fondatrice. Les réponses se mobilisent pour moi, dénonçant la dynamique familiale. Chacun partage son histoire de proche réapparue après le succès. Quelqu'un a retrouvé l'Instagram de Meredith. Les publications qu'elle a supprimées après Forbes. Des captures d'écran circulent, accompagnées de commentaires sur son hypocrisie. Ses collègues de la Yale Law reviennent sans distance en retweetant, avec des déclarations professionnelles soigneusement formulées disant qu'ils ne cautionnent pas son article à venir. La réputation d'Arthur s'effondre en temps réel. Les blogs d'investissement mettent en doute son jugement. Des collègues se demandent pourquoi il n'a pas reconnu le potentiel de sa propre fille.
Je devrais me sentir vengé. Au lieu de cela, je sens le poids de ce qu'ils sont prêts à détruire pour obtenir ce qu'ils veulent. Leur propre crédibilité. Leurs relations professionnelles. Ce qu'il restait de notre famille. Tout cela pour 30% de quelque chose qu'ils jugeaient sans valeur 6 mois plus tôt. Je transfère la lettre de mise en demeure d'Arthur à mon email personnel. Je la relis encore sur mon téléphone. Leur argument juridique repose entièrement sur ce chèque. Leur financement d'amorçage. Leur investissement en phase de développement. Le chèque que je n'ai jamais encaissé. J'ouvre mon application bancaire. L'image du chèque est encore là, dans ma file de dépôt. Photographié mais jamais traité. $5 000, de la part d'Arthur White. Ligne mémo, Fresh Start Fund. Pas TerraSense Investment. Pas Seed Capital. Fresh Start Fund. Leur propre formulation trahit leurs revendications. Je pourrais simplement montrer cette image aux avocats d'Agricor. Prouver la véritable nature du chèque. Les laisser démanteler l'argument d'Arthur dans les dossiers juridiques et les dépositions. Mais ce n'est pas suffisant. Ce serait joué selon leurs règles. J'appuie sur déposer le chèque. L'application traite. 30 secondes d'écran de chargement. Puis, opération réussie. $5 000 déposés sur votre compte. Je capture l'écran de confirmation. L'horodatage. La ligne mémo. Tous les détails. Mes mains sont stables lorsque j'ouvre ma messagerie. Je transfère la capture au conseiller juridique d'Agricor avec un court message, pour vos dossiers. Paiement entièrement reçu et accepté. Puis je rédige un nouvel email. Réponse directe à l'avocat d'Arthur. Copie, Arthur White, Eleanor White, Meredith White. Objet, concernant le paiement final de votre client. Corps, veuillez trouver ci-joint mon accusé de réception du paiement de votre client. Merci d'avoir finalisé ce dossier. Toute correspondance future peut être adressée à mon conseil juridique. J'attache la capture. Le chèque déposé. Leur investissement accepté exactement pour ce qu'ils voulaient qu'il soit. Un paiement. Une indemnité. Le prix de mon exil. Mon doigt flotte au-dessus de envoyer. Je pense à mes 8 ans à la foire scientifique. Au récital de piano de Meredith. Aux renoncements accumulés. À toute une vie à être la fille qui comprenait le sacrifice. J'appuie. L'email part. 30 secondes plus tard, 3 confirmations de lecture. Arthur. Eleanor. Meredith. Le silence qui suit est total. Je vais dans mes contacts. Je trouve Arthur White. Bloqué. Eleanor White. Bloqué. Meredith White. Bloqué. Mon téléphone paraît plus léger sans eux. Par la fenêtre, le lac Michigan attrape la lumière de l'après-midi. L'eau devient argent liquide. Un voilier trace sa route vers un point que je ne peux pas voir. Je sauvegarde leurs lettres. La mise en demeure. La menace. Tout documenté. Comme toujours. Mais cette fois, la documentation n'est pas une défense. C'est une victoire. Ils m'ont appris à garder des traces. À être méticuleuse. À prouver chaque chose. Ils n'avaient simplement jamais envisagé que j'utiliserais ces leçons contre eux. 6 mois plus tard, la lumière du matin traverse les immenses baies vitrées de Mont Pentouse à Chicago, transformant le lac Michigan en argent martelé. Je bois un café dans la tasse que m'a envoyé le professeur Kalin, celle où l'on peut lire Data d'Oesntelli en lettres délavées. Mon prix d'innovatrice TerraSense trône sur l'étagère, à moitié dissimulé derrière une pile de revues du secteur. Je ne l'ai pas accroché au mur. Je n'en ai pas eu besoin. Les photos d'équipe d'Agricor ont remplacé celles de ma famille dans mon ancien appartement. Des gens qui me voient réellement lorsque leurs yeux se posent sur moi. Mes rappels de calendrier retentissent. 3 réunions aujourd'hui. Toutes importantes. Toutes avec des personnes qui valorisent ce que j'ai construit, pas le nom que je porte. Le chèque encadré est accroché dans ma salle d'eau. $5 000. Préservé sous verre comme la chute d'un bon mot. Les invités demandent toujours ce qu'il signifie. Je leur dis que c'est un rappel que les meilleurs investissements sont ceux que l'on fait en soi-même. Ce soir, c'est la fête de fin d'année d'Agricor et je parle d'échecs et de reconstruction,
de la manière dont le test catastrophique des cultures à Fresno m'a appris bien plus que n'importe quel succès n'aurait pu le faire. Les jeunes ingénieurs doivent comprendre que le génie ne consiste pas à éviter les erreurs, mais à les documenter avec une telle précision qu'on ne les reproduit jamais. La salle scintille de cette magie des fêtes d'entreprise, tout en verdure élégante et éclairage d'ambiance. Je raconte comment j'ai réécrit l'algorithme lorsque je le vois approcher à travers la foule, Harrison Blackwood, le client le plus important d'Arthur, l'homme qui m'avait comparé au personnel de jardin lors du gala caritatif. Il attend que j'ai fini d'applaudir avec les autres, puis tend la main. Mademoiselle White. Harrison Blackwood. J'ai entendu votre présentation au sommet Agritech le printemps dernier. Travail remarquable. Je lui serre la main, ferme et respectueuse. Il n'a aucune idée que nous nous sommes déjà rencontrés. La pièce continue de bruisser autour de nous. Mais je sens cette vieille tension refaire surface, ce besoin d'approbation familiale de mon enfance tenter une dernière résurrection. Elle meurt silencieusement. Harrison enchaîne avec des questions sur les capteurs de sol et la modélisation prédictive. Des questions techniques, intelligentes. Il a fait ses devoirs. Il voit maintenant l'algorithme, pas la poussière sur mes bottes. Plus tard, de retour dans mon bureau, je mets à jour mon calendrier, appel de mentorat mensuel avec le professeur Kaelin demain, réunion du comité des bourses pour mon fonds, Innovateurs improbables, à Stanford jeudi, destiné aux étudiants dont les familles ne comprennent pas leur travail, à ceux qui ont besoin que quelqu'un croie en leur donner avant qu'ils croient en eux-mêmes. Thérapie mercredi. Toujours en train de digérer, toujours en train d'apprendre que la dévalorisation systématique laisse des marques que même les algorithmes ne peuvent effacer. Une jeune stagiaire frappe à ma porte, hésitante, Maya, brillante en architecture des systèmes, incertaine sur tout le reste. Mademoiselle White, avez-vous une minute? Je l'invite. Ma famille ne comprend pas vraiment ce que je fais ici. Elle tourne son badge de visiteur. Il ne cesse de demander quand je vais avoir un vrai travail. Je voulais juste savoir si cela vous est déjà arrivé. Je ferme mon ordinateur et lui accorde toute mon attention. Parfois, la distance est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, dis-je, non par colère, mais par préservation. Ses épaules s'abaissent d'un demi-pouce. Soulagement. Tu fais du vrai travail ici, Maya. Fais confiance à tes données. Elle repart plus légère qu'elle n'est entrée. Je reconnais cette démarche. Je l'avais autrefois. La veille de Noël arrive avec une neige qui ne tient pas vraiment. Mon téléphone affiche 47 appels manqués provenant de numéros que j'avais débloqués mais archivés. J'écoute une dernière messagerie vocale, Eleanor qui pleure, réellement. Notre fille nous manque, Rebecca. S'il te plaît, c'est Noël. Je l'archive sans répondre. Ma famille choisie arrive à 7 heures. Le professeur Kaelin apporte du vin, Julien raconte les dernières réunions du conseil, les autres d'Agricor arrivent avec nourriture, rire et la facilité des gens qui se sont choisis. Nous mangeons, nous parlons. Personne ne demande rien de ma vraie famille. Plus tard, en faisant la vaisselle, je me vois dans la fenêtre sombre. Le lac Michigan s'étend derrière moi, vaste, indifférent et magnifique. Même visage qu'ils ont tenté d'effacer, même personne qu'ils ont mesurée et jugée insuffisante. Toujours là. Toujours en train de construire. Toujours en train de grandir. Merci pour le capital de départ, pense-je. Vous m'avez appris que je pouvais pousser n'importe où. Même en exil. Surtout en exil. Le silence que j'ai mérité s'installe autour de moi comme un cachemire coûteux, chaud, mérité, à moi.